C'est la dernière partie de cette matinée avec une grosse séance spéciale dédiée à la sécurité dans les quartiers. On va plutôt employer le mot de sûreté ici, car on ne va pas parler des risques accidentels, mais bien de toutes les formes de malveillance, de violence volontaire qui peuvent survenir et qui peuvent impacter la vie des habitants. Alors cette fois encore, n'hésitez pas à poser vos questions par mail. On tâchera d'en prendre quelques-unes en fin de débat. L'adresse nef@enrue.fr. Je vous présente nos invités pour cette séance spéciale, en commençant par la droite. Mathias Nips, bonjour, vous êtes sous-préfet du Gard, en charge de la politique de la ville. Bonjour, Fabienne Abécassis, vous êtes à la tête d'Erilia, entreprise sociale de l'habitat, la 4e de France. Luc Bronner, vous êtes journaliste au Monde, vous avez beaucoup travaillé dans les banlieues, comme on dit. Et enfin, Michael Delafosse, maire de Montpellier. Bonjour à tous, merci d'être là. Vivre en sécurité dans son quartier, un désir partagé par tous, une attente encore plus grande dans les quartiers prioritaires où 26% des habitants disent se sentir en insécurité contre 10% dans le reste du territoire. La question de la sûreté est au cœur des projets de l'ANRU, à la fois pour garantir la bonne tenue des chantiers, mais aussi pour offrir aux habitants une tranquillité de vie, une meilleure sécurité dans un quartier rénové. Une mission d'autant plus difficile que depuis 10 ans, la montée du narcotrafic a fait naître de nouveaux défis. Alors dans ce contexte compliqué, que peut-on faire pour améliorer la sécurité des habitants? Comment les intégrer, ces habitants, au continuum de sécurité qui rassemble bailleurs, forces de l'ordre, collectivités locales et entreprises? Un gros menu pour cette discussion donc ce matin. Et j'aimerais qu'on commence par le constat sur la situation avec vous, Fabienne Abécassis, parce que vous travaillez avec ces quartiers depuis 30 ans. Aujourd'hui, vous êtes à Marseille, mais vous avez aussi travaillé en tant que bailleur en région parisienne. Qu'est-ce que vous avez vu de l'évolution des problèmes rencontrés dans ces quartiers ? On partageait le constat, déjà bonjour à tous, on partageait le constat au café d'accueil ce matin. Effectivement, on est passé de quelque chose d'artisanal, dans les années 90, fin des années 90, il y avait les dealers qui tenaient le mur, il y avait du vandalisme régulièrement. Rétrospectivement, ça paraît comme effectivement quelque chose d'artisanal. Après, on a vu des réseaux se structurer. Mais c'était encore des gens qui étaient du quartier. Donc, il y avait les services rendus à la mamie qui portait le sac quand l'ascenseur était en panne. Il y avait le respect à certaines mamans du quartier. Et maintenant, ce qu'on constate, à Marseille, mais pas que, c'est de la main-d'œuvre extra du quartier. Voire à Marseille, c'est des sans-papiers qui sont payés le jour, et à Nîmes c'est la même chose également, voilà, qui sont payés à la journée, qui sont dans une situation eux-mêmes de fragilité terrible, donc qui n'ont rien à perdre. Et ça entraîne également ces sujets de fusillade, où nos personnels sont régulièrement confrontés. Là, c'est plus la violence, les coups de poing qu'on pouvait avoir dans les années 90. Là, nous, on a des personnels qui ont été kidnappés par les réseaux, avec donc l'obligation de devoir discuter, j'allais dire négocier avec les réseaux. Quelque chose qui m'avait frappé quand je suis arrivée à Marseille, à la Castellane. Je visite le quartier avec le gestionnaire et il m'explique que l'équipe a changé. Donc là, on va passer par ici, après passer par là. Il me parlait de l'équipe. Moi, je croyais qu'il me parlait de la nouvelle équipe d'entretien des espaces extérieurs, la façon dont il en parlait. Et j'ai rapidement compris qu'il parlait de l'équipe du réseau. Et hier, on évoquait le fait qu'il y a une économie de service. Là, c'est devenu une pieuvre qui, maintenant, irrigue également le monde du bâtiment, qui irrigue tous les domaines. Et voilà, le deal artisanal tel qu'on pouvait le connaître dans les années 90, maintenant, quand on revoit le film La haine de Kassovitz, on se dit que c'était... moi, je me dis que c'était le bon temps.
Mathias Niepce, ça plombe un peu l'entrée. Non, mais vous m'aviez dit sans chichi, voilà, je pose les choses. Ça pose le constat, effectivement. Mathias Niepce, à Nîmes, évidemment, la ville a été marquée par la mort d'un petit garçon, Fayed, en 2023, qui a été tué par une balle perdue, là aussi dans le quartier Pisevin, qui est actuellement en renouvellement urbain. La reconquête républicaine du quartier est affichée comme une priorité. Et la semaine dernière, des nouveaux moyens ont été annoncés pour Nîmes, différents moyens de police. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquels et surtout à quel manque ils répondent? Bonjour à tous. Un grand merci à l'ANRU pour avoir invité les services locaux de l'État dans le Gard à prendre part à cette table ronde. Je vais commencer par excuser le préfet du Gard, Jérôme Bonnet, qui a été invité à un séminaire par le ministre de l'Intérieur. Donc là, effectivement, il y avait une priorité, un bousculement d'agenda auquel il a dû déférer. Très rapidement, 3 chiffres sur le renouvellement urbain nîmois, 26 500 habitants, 4 quartiers concernés et un montant total d'investissement cumulé qui a dépassé le demi-milliard d'investissement, demi-milliard d'euros. Donc on parle quand même d'un gros projet de renouvellement urbain. Effectivement, l'assassinat de Fayed a constitué un moment très important au niveau national et au niveau local. Au niveau national, c'est certainement l'accélération d'une prise de conscience que la grande criminalité organisée et ses manifestations les plus violentes, les plus intolérables, elles n'étaient pas réservées qu'aux grands pôles urbains. Parlait de Marseille, de la banlieue parisienne. Ah non, en fait, c'est aussi l'affaire des villes moyennes aujourd'hui et les phénomènes que vous avez décrits, madame, à l'instant. Effectivement, on les observe aussi dans des villes de la taille de Nîmes. Au plan local, au lendemain d'un événement tel que celui-là, purement et simplement, le quartier est à l'arrêt. Les habitants ne sortent plus dans l'espace public, les services publics et les services privés se mettent en retrait. Dans ce contexte, qu'est-ce que veut faire l'État ? Il se trouve que l'assassinat du petit Fayed a lieu le lendemain de l'installation de Jérôme Bonnet comme préfet du Gard. Et tout grand policier qu'il était avant d'arriver sur ces fonctions-là, il a souhaité avoir une vision qui est une vision globale vis-à-vis de ce phénomène-là et de créer un continuum d'action publique visant à restaurer la confiance des habitants dans le futur du quartier et dans la pacification de cet espace public. Ce continuum de sécurité, il s'appuie bien évidemment sur son pied sécuritaire. Ça, c'est évident. On a eu une première visite du ministre de l'Intérieur juste après les faits, Gérald Darmanin, qui a fait de premières annonces, puis de Bruno Retailleau il y a 2 semaines. Alors ces annonces, elles ont vocation à nous promettre de nouveaux policiers qui vont venir, la création d'une police des transports, la création d'un poste de police municipale partagé PM-PN. Je sais qu'à Montpellier, on a inauguré un commissariat récemment, pareil, qui est partagé, et aussi une présence accrue des unités de force mobile sur ce quartier-là. Le travail des forces de l'ordre, il est essentiel. Et effectivement, pour répondre très directement à votre question, oui, ces moyens, ils ont été pertinents pour répondre à une aspiration profonde des habitants des quartiers de voir des forces de police sur le terrain pour déstabiliser les trafics et pour les réassurer, pour qu'ils puissent aussi se réapproprier leur lieu de vie ou leur lieu de travail. Mais je souhaite qu'on ne résume pas l'action des forces de l'ordre au seul volet sécurité publique. Il y a aussi une action judiciaire qui est très importante, qui est menée sous l'autorité des juges d'instruction, des magistrats du parquet. On a arrêté les principaux suspects dans l'affaire Fayed, c'est important de le dire. On a aussi arrêté des importants responsables dans l'organisation de ces réseaux, et on les a durablement affaiblis. Je souhaite aussi dire que l'action des forces de l'ordre, c'est une action partenariale, et nous, on a reçu, avec les forces de l'ordre, et avec soit le préfet, soit moi-même, l'ensemble des acteurs qui avaient arrêter d'intervenir sur les quartiers. Les opérateurs de réseau, Orange, Enedis, les opérateurs de transport, les enseignants, les chefs d'établissement, pour, avec eux, leur donner les conditions de la réassurance pour que, petit à petit, le quartier reprenne vie. Et au bout de quelques mois, après l'assassinat du petit Fayed, par cette action volontaire des forces de l'ordre, mais aussi une autre action sur laquelle je reviendrai par la suite, le quartier a repris vie, purement et simplement. Merci pour cette première intervention. Michael Delafosse, à Montpellier, vous avez 2 quartiers, La Mosson et Cévennes, en programme de renouvellement urbain, eux aussi soumis très fortement au trafic de stupéfiants, avec une fusillade mortelle au début de l'année. Qu'est-ce que vous fixez comme objectif de sûreté, de tranquillité pour les habitants dans un contexte aussi difficile? D'abord, si on veut réussir la rénovation urbaine, il faut bien sûr l'éducation, la culture, le sport, mais la sécurité. Et il faut la prendre à bras le corps. Permettez-moi de donner 2 exemples qui m'ont marqué comme maire. En octobre 2020, je venais d'être élu.
il y a une fusillade au pied d'une tour dont l'ANRU a financé la démolition, et on fait le 20h de TF1. Comment vous voulez dire qu'on va changer le quartier? Tout le monde veut partir et vient me voir le soir quand j'arrive avec les petites enveloppes, monsieur le maire, aidez-nous, sortez-nous. Donc il faut prendre ce sujet à bras-le-corps. Deuxième anecdote, au moment des émeutes après la mort de Naël, qui ont frappé tout le pays, une voiture a brûlé, c'est samedi matin, 7h, je suis le maire, je suis dans le quartier, et d'un seul coup, il y a un homme hirsute qui sort de sa propre voiture et qui dit « Monsieur le maire, il faut l'état d'urgence parce que je ne me sens pas en sécurité ». Il demande à ce que l'état de droit disparaisse. Et il dit « J'ai dormi dans ma voiture pour la protéger parce que c'est le seul, sinon je vais perdre mon travail ». Et donc la demande de sécurité, elle est très forte de la part des habitants et elle est tellement légitime, ce sont quand même les gens les plus fragiles, et elle est indispensable pour recréer les conditions de la confiance, pour que les agents publics continuent à intervenir et ne se sentent pas seuls, et ensuite dire « mais ici, les droits sont les mêmes qu'ailleurs sur le territoire de la commune ». Et donc, ces questions-là, comme maire, avec Mme Jiménez, qui est vice-présidente en charge de ces sujets, que je salue, qui est présente, et les équipes, on a pris à bras-le-corps ce sujet. Une coopération très forte, police municipale, police nationale, on en reparlera, mais on a voulu faire une chose, éviter Pisevin. C'est de l'autre côté du Vidourle, mais à Pisevin, la médiathèque a fermé. À Pisevin, des services publics, et je ne le reproche pas aux agents, ont exercé leur droit de retrait. Et nous, chaque fois qu'un service public était fragilisé, chaque fois qu'un agent était menacé, chaque fois qu'il subissait une incivilité, personnellement, je me rendais sur place, nous lui donnions la protection fonctionnelle, nous exigions l'autorité judiciaire qui ait des poursuites pour que nous puissions dire que l'autorité publique, dans sa diversité, service public, police, fasse bloc. Un jour, un de vos agents, Derilia, a été menacé parce qu'un point de deal s'était installé. Nous l'avons su que 10 jours après, avec le préfet de l'époque, Jacques Witowski, un homme formidable. Il faut les nommer, les grands serviteurs de l'État. Et donc, on a mené une opération commune contre ce point de deal. Mais c'était intéressant parce que les agents publics avaient intériorisé qu'en fait, il fallait continuer à subir. Et ça, c'est le premier message que je voudrais donner, c'est comment, ensemble, on tient, on fait bloc, quel que soit le degré de phénomène. L'incivilité dans la piscine municipale, comment nous soutenons les agents pour que la piscine ne ferme pas? Comment nous disons que 97% des usagers qui ont le droit de profiter de la piscine ne se font pas pénaliser par les 3%? Comment celui qui prend son travail parce qu'il est agent n'y va pas la boule au ventre et finalement ne se cantonne qu'à faire ses heures alors qu'il incarne une mission de service public? Et ça, c'est un des premiers aspects parce que ça renvoie finalement à la question de l'autorité, pas au sens de l'autoritarisme, mais de l'autorité de la puissance publique au service des habitants. Voilà comment, dans un premier temps, je souhaite apporter. Après, évidemment, il faut parler de la police, du travail en commun, du commissariat, etc. On va en parler. Mais ça me semble, si le service public, si le chauffeur de bus ou de tramway n'ose plus, ou s'il dit « je suis seul », bah là, vous êtes cuit parce que vous nourrissez ensuite l'inquiétude et le départ des habitants de ces quartiers qui disent ben non, mais d'ailleurs, ils ne font pas de bruit, hein, ils partent à bas bruit et donc le processus de ségrégation s'amplifie alors que tout l'enjeu d'un programme en rue, c'est de l'endiguer. On entend bien dans vos propos déjà à tous les trois que la sûreté n'est pas qu'une affaire de police, que tous les acteurs veulent travailler ensemble. Il n'empêche, Luc Brunner, sur ce thème de la sécurité dans les banlieues, vous faites un constat sévère, on peut le dire comme ça, sur une politique publique de la sécurité dans les quartiers qui est en échec en fait depuis 20 ans. Vous pouvez nous expliquer ça ?
Bonjour, je parle en tant qu'observateur et pas en tant qu'acteur, ce qui est évidemment plus confortable. Et je parle de ce sujet en ayant beaucoup travaillé dans les quartiers, à l'époque on disait sensibles, populaires, les banlieues, enfin toutes les terminologies ont une signification. Et j'y suis revenu juste après le début des émeutes consécutives à la mort de Naël à Nanterre. Et j'avais pris ce poste au début après la mort de Zied et Bouna en banlieue parisienne. Donc c'est une sorte d'accident de l'histoire, mais qui m'a permis aussi de comparer la situation entre 2005 et 2023, donc ces deux plongées à 18 ans d'intervalle, et j'en suis sorti, comment dire, assez sidéré par l'intensité des violences qu'on a connues pendant simplement quelques jours, mais qui disent quelque chose des violences collectives et du passage à l'acte qui n'est pas simplement individuel, qui est un passage à l'acte sur lequel je trouve qu'en termes d'analyse, on n'a pas beaucoup creusé collectivement. On a très vite passé cet épisode pour passer sur d'autres polémiques. On s'est concentré souvent, globalement, y compris nous médias, je nous mets en première ligne là aussi, sur des sujets qui sont un peu secondaires. Là où quand on regarde, alors je parle sous votre contrôle, sous votre regard, quand on regarde le profil des émeutiers, c'est très majoritairement des jeunes et quasiment exclusivement des garçons. Voilà. Et je trouve que on n'a pas su poser la question de la violence masculine, par exemple, qui est le premier des aspects. Et je trouve qu'en termes de politique publique, on va chercher toutes les histoires possibles. On va poser à juste titre la question de l'islam radical dans certains cas. On va poser la question de l'éducation parentale, des services publics. Toutes ces questions sont légitimes. Il y a une question qui n'est jamais traitée, jamais posée en termes de politique publique. Et je comprends pourquoi, elle est délicate. C'est que la violence, elle vient des hommes. Quasiment exclusivement dans les quartiers, dans ces moments-là, en tout cas, qui sont des moments de violence collective. Donc ça, c'est le premier constat pour moi qui m'a frappé, c'est de voir qu'en 18 ans, on a une forme d'accoutumance collective aux violences qui fait que on n'a pas tiré les leçons de cet épisode extrêmement grave que constituent les émeutes de l'été 2023 dans notre pays. Le deuxième constat, il rejoint ce qui vient d'être dit. J'avais à l'époque, entre 2005 et 2011, beaucoup travaillé sur les questions de drogue. Je m'y suis replongé, si j'ose dire, et là, même effet de sidération, de voir la gravité de ce qui s'est passé entre 2005 et 2010 et aujourd'hui. Avec des réseaux, des modes de fonctionnement, des chiffres d'affaires, des modes d'organisation de gens qui sont brillants par ailleurs dans leur domaine et qui ont mis en place avec vous êtes sans doute aussi touché par tout le vocabulaire du management qui vient à peu près partout. On aime parler d'agilité, par exemple, dans les institutions. Il y a une vraie agilité. Voilà, le Covid, par exemple, a permis à des réseaux de mettre en place des systèmes de livraison à distance qui font que le travail policier est sans doute plus compliqué, qui font aussi peut-être que la pénibilité liée au réseau s'est parfois déplacée. Là où moi je suis aussi sidéré, je reprends ce terme-là, c'est de voir combien le discours politique, lui, ne varie pas. Depuis, quand vous reprenez toutes les lois sur la sécurité, depuis la loi sur la sécurité quotidienne qui remonte à 2001, qui était sous un gouvernement de gauche, jusqu'à aujourd'hui, le discours sur le thème « il faut frapper les délinquants au portefeuille », on pourrait en faire une collection de tous les ministres de l'Intérieur successifs depuis cette date-là, avec une efficacité qui est assez, comment dire ça, assez relative, pour rester diplomate. Et par ailleurs, un autre aspect qui me fascine assez, c'est combien le monde politique, pour des raisons aussi liées au monde médiatique et à la façon dont on pose les questions, voit presque toujours prioritairement la question de la sécurité sous l'angle du code pénal et du code de procédure pénale. Regardez le nombre de modifications du code pénal et du code de procédure pénale depuis 25 ans, ça reste la priorité des hommes et femmes politiques quand ils sont au pouvoir. Or, de fait, quand on regarde le durcissement des lois qui continue depuis 25 ans, de fait, ça ne marche pas. Ça n'a pas d'effet durable sur les attitudes délinquantes et criminelles.
Et quand je dis ça, ce n'est pas une opinion, c'est un constat. Et c'est un constat sur lequel il faut ajouter un deuxième aspect, c'est que jamais la société française n'a été aussi répressive dans l'histoire récente. On n'a jamais eu autant de détenus, jamais eu autant de condamnations à de la prison ferme. Donc ce qui veut dire que ces outils-là, quoi qu'en dise une partie du monde politique, notamment à l'extrême droite et dans une droite devenue extrême, en fait la société française est répressive aujourd'hui. Mais ça ne marche pas. Et j'en termine sur un dernier point qui pour moi, fait partie aussi de mes découvertes. C'est combien sur ces thématiques-là, alors vous faites partie des exceptions puisque vous mettez en place des programmes qui ne sont pas que des programmes évidemment de répression, avec des guillemets. Combien, par exemple, sur la thématique de la drogue, on n'arrive pas à faire émerger un débat sur la santé publique et en fait sur la prévention. S'il y a aujourd'hui une telle puissance des réseaux criminels, des narcotrafiquants, c'est parce qu'en fait il y a une demande et que l'offre répond à la demande. Et pareil, de la même façon que je parlais tout à l'heure de la place des garçons dans les violences individuelles et collectives, la question de la santé, la question de la prévention sanitaire, je trouve, n'arrive pas à émerger dans le débat public à l'échelle de ce que ça devrait représenter aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce partage de vos regards respectifs sur la situation. On va essayer de rentrer dans le concret, dans ce contexte quand même, comment on peut travailler au service de la sécurité des habitants et notamment dans le cadre des plans de renouvellement urbain. Monsieur Niepce, à Nîmes, comment vous travaillez sur d'abord le moment important du chantier, parce qu'on sait que là encore, le narcotrafic, c'est un moment de fragilité où il peut prendre pied de manière encore plus importante. Et puis, ensuite, dans le renouvellement urbain, quel travail de la préfecture, de la police, avec les maîtres d'ouvrage, les entreprises, les bailleurs pour la suite? Alors, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, les politiques de renouvellement urbain font éminemment partie du continuum d'action publique que le préfet souhaite développer pour restaurer la tranquillité publique dans ces quartiers. On va distinguer effectivement la question de la sécurité comme objectif du quartier futur à construire, de la question de la sécurisation des chantiers en phase opérationnelle. Je passe assez rapidement sur le premier aspect parce que c'est quelque chose qui est assez classique maintenant, qui est maîtrisé, au titre des nombreux dysfonctionnements urbains qui justifient des interventions publiques très volontaires dans ces quartiers, il y a effectivement les dysfonctionnements sécuritaires. Et donc l'ANRU y contribue de deux manières. D'abord, on sait que la salle d'insécurité, c'est pas qu'une question de forme urbaine, ça s'explique par plein d'autres choses, mais ça peut y contribuer. Le fait qu'on concentre dans les mêmes quartiers les personnes les plus précaires, de fait, crée des externalités négatives, dont les problèmes d'insécurité. Et donc c'est important que les objectifs de mixité sociale, d'ouverture du quartier, de limitation de la concentration de personnes précaires, voilà, c'est un objectif fort des politiques de renouvellement urbain, et donc qu'on cherche à poursuivre à Nîmes. Il y a un deuxième enjeu, c'est qu'il y a effectivement certaines formes urbaines qui sont criminogènes en tant que telles. Sur les aménagements urbains, par exemple, on a besoin de pouvoir ouvrir certains quartiers. À Nîmes, on a un quartier qui s'appelle le Mas-de-Mingue, qui est un quartier très difficile sur le plan du stup. Il y a une seule entrée. Donc c'est extrêmement simple de tenir ce quartier, vous passerez l'expression. Et donc l'un des enjeux forts sur le programme de renouvellement urbain de ce quartier, c'est d'arriver à l'ouvrir au maximum. C'est aussi le cas sur la partie plus logement, avec tous les enjeux de résidentialisation. Aujourd'hui, on a un certain nombre de bâtiments qui se prêtent particulièrement au trafic de produits stupéfiants, avec des capacités pour les dealers de traverser des bâtiments, puisqu'il y a des entrées de part et d'autre. Donc c'est important pour nous, dans le futur du renouvellement urbain, que de cloisonner ces résidences. Parfois, c'est des questions très concrètes. La semaine dernière, on était dans un copil en rue sur ce même quartier du Mas-de-Mingue. On se posait la question de savoir quel type d'arbre il fallait planter pour éviter qu'au printemps, l'arbre oblitère la capacité de la caméra de vidéoprotection qu'on allait installer de pouvoir surveiller l'espace public, voilà, son objectif qui lui est assigné. S'agissant maintenant de la sécurité des opérations de renouvellement urbain, pour nous c'est un enjeu très fort parce que comme je vous le disais tout à l'heure, au moment du meurtre du petit Fayed, tout s'est arrêté, y compris les chantiers de renouvellement urbain. Et puis par ailleurs, avant ça, on avait eu un certain nombre de faits assez graves, avec notamment des incendies de pelleteuses, des vols, etc. Donc des chantiers à l'arrêt, mais aussi des entreprises qui ne voulaient plus se porter candidates pour aller travailler sur les nouveaux bâtiments à construire dans le quartier. Donc nous, on avait besoin de pouvoir restaurer la confiance de ces acteurs. Et là, on a été particulièrement accompagné par l'ANRU, on a été expérimentateur. Le comité d'engagement du 4 décembre 2023 nous a doté d'une enveloppe dédiée à pallier les coûts de sursécurisation des chantiers du renouvellement urbain à Nîmes. C'est une première dans l'histoire de l'ANRU. Et cette enveloppe, elle est à la main du préfet.
Et ça installe les services locaux de l'État comme étant à la tête de cette démarche de sécurisation des chantiers. Cette démarche, elle est pilotée par la délégation territoriale de l'ANRU, mais elle associe tout le monde, les représentants du monde du bâtiment, les bailleurs sociaux, les services des collectivités et naturellement les services de police nationale et municipale. Et l'idée, c'est de dire là-dedans, on ne souhaite pas donner à chacun des chantiers un montant au titre de cette enveloppe-là. On veut vraiment constituer un continuum de sécurité avec une démarche cohérente de subsidiarité. On a une cartographie qui a été créée par la mission sûreté de l'ANRU dont on a bénéficié, qui permet d'évaluer les différents risques par sous-secteur des quartiers. Quand on a un chantier qui va démarrer dans un sous-secteur qui est réputé à risque, on fait une première réunion avec les maîtres d'œuvre et les services de sécurité. On évalue les mesures qui ont été prises, on ajuste aux besoins. Ensuite, réunion sur site avec l'ensemble des entreprises qui vont intervenir sur le chantier. Et là, on crée des contacts avec l'ensemble des entreprises, des personnes qui vont intervenir, de manière aussi à ce qu'il y ait un appel systématique aux forces de l'ordre quand il y a une difficulté, ce qui est loin d'être le cas et ce qui empêche nous notre capacité à être en réponse. Et dans les hypothèses rares dans lesquelles effectivement on a des soucis, on reconvoque une réunion et c'est seulement à ce moment-là qu'on peut envisager une participation financière de l'ANRU. Le bilan de cette démarche-là, c'est qu'aujourd'hui, tous les chantiers se passent bien, y compris des chantiers qui étaient réputés très sensibles. Le Petit Fayed, il est mort juste à côté du point de deal de la Galerie Wagner, qui est le plus gros point de deal de la ville de Nîmes. On a détruit toute une première partie de cette galerie, et on a eu juste au début des petits incidents mineurs, mais parce qu'on a montré dès le départ qu'on voulait être proactif. On a aussi démoli 2 tours dans le cadre de l'Orcodienne dont bénéficie Nîmes, tour Matisse, pareil dans un secteur jugé très sensible. Et je peux vous dire qu'en termes d'image, quand ces bâtiments ont sauté et qu'en haut s'est élevé le drapeau bleu-blanc-rouge, puisqu'on avait mis de la poudre bleu-blanc-rouge, il y a eu vraiment un choc pour les habitants de se dire, ben voilà, il y a un futur possible dans ce quartier et les services de l'État sont en capacité, en sécurité, de mener les opérations de renouvellement urbain. Merci. Fabienne Abécassis, vous aussi, vous me disiez que dans les Bouches-du-Rhône, la situation était telle que dans certains quartiers, que les entreprises ne voulaient pas répondre aux appels d'offres. Du coup, vous avez développé une opération qu'on appelle ras-le-vol, notamment avec la Fédération du bâtiment. Comment ça fonctionne et quels résultats vous avez pu obtenir ? Alors, ras-le-vol existait depuis déjà de longues années. Mais il est particulièrement développé dans les Bouches-du-Rhône. Et effectivement, parce que les chantiers à Marseille, je me souviens à la Bricarde, on a un chantier juste de simple étanchéité des terrasses qui a pris 3 ans, juste pour faire l'étanchéité des terrasses, parce que effectivement, régulièrement, les entreprises battaient en retraite. Là, on arrive à Marseille dans le mur du lancement des opérations des gros chantiers emblématiques, et notamment à Herbel, un quartier que vous connaissez peut-être, où dès le démarrage du chantier, les habituels, j'allais dire, menaces et chantage à l'emploi sont arrivés. On a la chance aussi d'avoir une entreprise générale qui a vraiment tenu bon, même à la direction même de l'entreprise. Et surtout, ce dispositif ras-le-vol, qui est animé fortement par la Fédération du bâtiment des Bouches-du-Rhône. Donc ça reprend la question du continuum avec chaque partenaire qui fait son job, mais qui le fait complètement, avec une circulation des infos en toute confidentialité, ce qui permet justement là d'avancer concrètement, voire même dans certains cas un GLTD qui associe la justice et qui permet de tout de suite de traduire en justice les personnes à la source des faits délictueux. Là, j'ai vu que le maire de Miramas intervenait dans une autre salle, mais encore dernièrement chez lui, sur le PRU de la Rousse, on a mis en œuvre ce dispositif pour pouvoir relancer le chantier, réassurer les entreprises, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, et très concrètement, que ce soit sur Herbel, sur la Sabine, ça fonctionne, ça marche, et les entreprises peuvent travailler. Ça ne règle pas tous les autres sujets, mais au moins, ça permet d'avancer sur les questions opérationnelles. Monsieur Delafosse, à Montpellier, comment le renouvellement urbain peut se mettre au service de la sûreté ? Monsieur Niems a déjà parlé un peu de ce qui était lié à l'urbanisme en tant que tel, mais au-delà de ça, qu'est-ce que vous attendez de ce programme ? L'un nourrit l'autre. Voilà, quand on a des coursives où le chouf peut se cacher, il faut traiter ces coursives pour créer de la visibilité.
Il faut donc ça, le renouvellement urbain, il est indispensable. Le cadre de vie, enfin tous ces mots sont très connus, il faut des transparences, il faut de la visibilité, il faut créer de la coprésence, réaménager les espaces publics. Donc ça, le renouvellement urbain, il nous aide à mener ça. Ici, la galerie commerciale privée, où vous avez des commerces complètement qui sont aujourd'hui les vitrines du blanchiment du narcotrafic, pouvoir les démolir, ça va améliorer les choses. Et il faut le dire sans complexe aux gens, que ces commerces-là, je vous raconte, tout le monde connaît ça, les élus connaissent ça très bien. Quand vous pointez avec la DUP, dans le cadre de l'ANRU, vous dites, voilà, c'est quoi votre chiffre d'affaires? Ils vont vous dire 110 000 €, puis les comptes, c'est 14 000. Vous comprenez bien qu'il s'est joué autre chose. C'est ça la vérité. C'est ainsi. Donc ça nous aide pour transformer un urbanisme hérité qui ne permet pas de créer de la présence. Nous, on a, lors des émeutes, je veux vraiment retrouver ce que vous avez dit, on a fait des choses dans le cadre du renouvellement urbain qui ont été des signaux très forts et très positifs. Tous les maires et les élus qui ont été confrontés aux émeutes, on a vécu aux côtés des services de l'État des moments très durs, très éprouvants, d'inquiétude sur nos villes pour nos habitants. Et nous, on a fait évoluer notre approche du renouvellement urbain en faisant de l'urbanisme transitoire, en positionnant des projets participatifs, j'aime pas beaucoup ce terme, autour de la culture. Et on avait fait sur la tour d'Assas une grande fresque. Et devant l'école, on avait fait tomber des barrières, créé de l'espace public et des jeux pour enfants que tous les habitants du quartier sont appropriés. Et je rejoins le diagnostic, c'était beaucoup des mineurs, les émeutiers. Beaucoup des mineurs. Objectivement, des petits cons, quoi. Mais ce qui avait été frappant, c'est de voir comment les habitants, alors que sur Snapchat, on annonçait, oui, on va aller détruire l'œuvre du maire, enfin le truc de la mairie, ou là, c'est les habitants eux-mêmes, parce qu'on avait réaménagé dans des temps rapides, perceptibles, où ils étaient impliqués, où les gens s'étaient posés et pouvaient dire « allez ailleurs ». Alors, ils sont allés ailleurs, ça a posé d'autres problèmes. Mais ça, c'est aussi une question fondamentale de qui s'approprie l'espace. C'est une lutte. Je l'ai dit tout à l'heure, l'autorité publique, tenir l'espace. Moi, le coup des chantiers, je l'ai vécu. J'ai dit aux équipes, si jamais nous transigeons, nous perdons. Parce que vous avez plein d'intermédiaires, etc. Donc, l'autorité publique. Et veiller à ce que l'appropriation de l'espace soit aussi les habitants, on en parlera peut-être tout à l'heure avec le GSRI, c'est une des dimensions qui est fondamentale. Parce que les gens, ils disent, nous défendons notre cadre de vie. Et c'est vrai qu'ils ont été confrontés à des gens agressifs, à des gens violents. Mais quand les habitants s'approprient ou retrouvent ensemble de la force, et bien là, on peut y arriver. Et le renouvellement urbain, de ce point de vue, il aide, à condition, j'espère avoir été clair, à condition de ne pas apparaître dans des temporalités interminables. D'où l'importance, par exemple, en tout cas nous c'est une des grandes leçons qu'on a tirées à Montpellier, de faire de l'urbanisme transitoire, entre le temps de la démolition et le temps du projet final, de créer de l'appropriation. Parce qu'en fait, c'est une lutte de contrôle de l'espace, soit par ceux qui, je veux donner un exemple, qui se livrent à des incivilités et qui dégradent l'ambiance de vie, soit le narcotrafic. Et je voudrais donner un exemple. Dans tous les quartiers, il y a un sujet. Par exemple, c'est les rodéos urbains. C'est un truc insupportable, le quad, le rodéo urbain. En soi, vous me direz, c'est pas méchant. Et si, ça fait du bruit, ça met en danger l'utilisateur et les gens. Eh ben nous, dans le contrôle de l'espace, moi, la police municipale, je lui ai donné comme instruction, dès le début de mon mandat, vous allez vous occuper de ça. Alors, on a saisi des quads, on a fait des choses. C'était très important que les habitants qui subissent le quad, ils entendent parler de cette action. Parce que si on veut qu'ils restent dans le quartier, qu'ils disent « mais on peut avoir confiance dans l'autorité publique », il faut qu'ils sentent que nous menons des actions efficaces. Et puis, dans ce rapport au contrôle de l'espace, nous, on a mis le paquet sur les actions contre les rodéos urbains dans les quartiers de renouvellement urbain.
Et alors moi, j'ai des copains là qui sont dans cette salle, ils me disaient tu n'arrêtes pas de parler sur Twitter des questions de sécurité, du fait que tu as saisi les quads et tout, que tu t'es même mis en scène devant la fourrière, etc. Ben ouais, parce que je suis allé utiliser les réseaux de communication des utilisateurs et qui disent mais fais gaffe, le maire il va piquer ton quad. D'ailleurs, des fois, je les croise, ces jeunes, et ils viennent me voir et ils me disent monsieur le maire, le policier il a pris le quad, quand est-ce que vous m'en demandez? Je dis mais t'étais bien assuré, j'y allais. Voilà, et vous tenez l'espace. Ça, c'est des choses qui me semblent très importantes parce que c'est pour ça que j'ai dit au début à votre question, comment le renouvellement urbain améliore la sécurité et comment l'effort de sécurité permet de donner confiance sur la question du renouvellement urbain. Et donc là, il y a, je ne dis pas qu'à Montpellier on fait tout bien, loin de là, hein, pouh là là, c'est tellement dur. Mais je pense qu'il y a des illustrations et qu'il y a des chemins qu'il faut que nous soyons capables de prendre, urbanisme transitoire, action visible et perceptible sur ces petites incivilités pour redonner de la confiance aux habitants. Ça, c'est l'enjeu, redonner de la confiance aux habitants pour pas qu'ils partent à bas bruit quand ils ont les moyens de partir. On va parler en dernière partie de débat de tout ce qui est prévention aussi, mais je voudrais revenir sur 2 points un peu précis au service de la sécurité. D'abord avec vous, Fabienne Abécassi, sur l'utilisation de la vidéosurveillance. À Aubagne, vous avez déployé un système de vidéosurveillance qui est en lien direct avec la police. Ça m'amène à vous poser 2 questions. Est-ce qu'en tant que bailleur, il n'y a pas le risque d'être perçu comme un auxiliaire de police? Et ensuite, est-ce que la vidéosurveillance, ça ne fait pas que déplacer le trafic ailleurs? Alors, il y a encore une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, la question de la participation des bailleurs dans les systèmes de vidéosurveillance, vidéoprotection. Enfin, personnellement, je préfère vidéoprotection parce qu'on n'est pas là pour surveiller les gens, on est là pour les protéger. Ça faisait encore débat il y a une quinzaine d'années. Là, je n'ai pas l'impression que ça fasse débat. Même une ville comme Marseille, dirigée par une majorité de gauche, avec des écologistes, ils développent les caméras. Je ne pense pas que ça soit aujourd'hui encore un sujet. Alors à Aubagne, c'est à côté de Marseille, ville plutôt tranquille, qui a un quartier qui s'appelle le Charel, c'est presque 1000 logements. Le tramway y arrive gratuitement. Enfin, c'est un quartier assez emblématique où on avait fait une très belle rénovation. Et voilà, les fusillades marseillaises se déplacent sur le Charel, ce qui était vraiment vécu de façon très traumatique par les habitants, par les élus, à juste titre, hein, puisqu'ils n'étaient pas habitués à ce que cette violence qui était jusqu'à présent cantonnée à Marseille, voilà, arrive à Aubagne, arrive au Charel. Plusieurs fusillades, et donc avec la ville, on décide un plan d'action où on a équipé de caméras tout le quartier, 24 mâts, des travaux à la fois en partie financés grâce aux services de l'État, mais pas que. Et on a décidé également qu'il y ait un raccordement au centre de supervision urbaine. C'est-à-dire que maintenant, les services de la ville peuvent H24 regarder nos images et ça permet aussi à la justice d'utiliser les images. Enfin, je précise, hein, les voiries sont publiques, ce qui permet justement ce report des images, d'où l'importance dans les projets en rue que les voiries soient rétrocédées et ne restent pas la propriété du bailleur, parce que justement ce type d'intervention, l'urbanisme c'est ça aussi, hein, c'est pas que façon Haussmann des percées qui permettent la visibilité, c'est aussi qu'au niveau du foncier, la maîtrise foncière corresponde aussi à la gestion. Voilà, ça a été mis en œuvre l'année dernière. On a signé une convention avec la ville, avec l'État. Et voilà, le calme est revenu à Aubagne ou au Charel. Et d'ailleurs, voilà, on va inviter la préfète à l'égalité des chances à visiter le quartier et montrer que dans un quartier QPV où il n'y a pas d'abattement, enfin, ça c'est par rapport au débat d'hier, il n'y a pas d'abattement TFPB, bah, c'est quand même un quartier, voilà, qui fonctionne très bien. Et voilà, la sécurité, si chacun joue son rôle. Et nous, on est persuadés, c'est aussi la doctrine de l'USH, hein, que nous, bailleurs sociaux, on a un rôle majeur à jouer pour être acteurs de la sécurité, même si ça reste régalien, et c'est à l'État
d'assurer le résultat. Alors, les bailleurs ont un grand rôle aussi pour ces groupements de sécurité résidentielle interbailleurs, dont l'un vient d'être, c'était en 2023, mis en place à Montpellier, une sorte de brigade du logement social où les agents ont à la fois un rôle d'agent de sécurité et de médiateur. C'est un peu un rôle hybride idéal. Comment vous le décrivez-vous? Nous, à Montpellier, on a créé des postes de médiateurs. Ça, 12 bataillons de la prévention plus ceux de la ville, et on a créé une brigade de tranquillité du logement social. Et on l'a fait parce que, d'abord, les habitants les plus modestes vivent dans le parc social. Et eux, l'insécurité, elle est évidemment beaucoup plus violente quand elle est matérielle, quand on ne peut pas rentrer chez soi. Et on peut débattre longtemps de l'arrivée d'effectifs supplémentaires de police. On va débattre longtemps. Et donc, on a créé cette force, qui est une force qui est financée par la commune, par chacun des bailleurs dans le cadre de l'exonération de la taxe sur le foncier bâti, et qui permet de patrouiller dans le parc social, qui se trouve être à la Mosson, dans d'autres endroits. Et là, de patrouiller, pourquoi? Mais vous savez, l'impunité de la chaise qui est là à l'entrée, et où le type est là, ben hop, récupère la chaise et on la jette. On est présent, on inspecte les cages d'escalier et on identifie peut-être les endroits où sont planqués la cocaïne, le protoxyde d'azote ou la résine. Donc, va identifier cela et donc, point de deal, saisir ensuite les services de l'État, puisque c'est eux qui sont compétents pour récupérer et créer une présence où là, parfois, le narcotrafic se déploie. Alors vous allez me dire, monsieur le maire, on joue peut-être au chat et à la souris. C'est vrai, mais on ne le laisse pas prospérer et s'installer à un endroit. Et cette brigade de tranquillité du logement social, donc elle va dans les cages d'escalier, elle va dans toutes les parties de la domanialité du parc social. Donc elle crée une présence. Moi, je dois vous avouer, un jour à minuit, j'ai patrouillé avec elle sous les applaudissements des locataires, parce qu'on sentait qu'on répondait à un besoin, parce que la police, elle fait ses patrouilles, mais elles sont très ponctuelles. Et puis elle fait un deuxième point, c'est que, je prends l'exemple de la chaise, mais quand la vitre est cassée, ou quand on se met à afficher le tarif de la drogue à tel endroit ou à tel autre, ben, tout simplement, elle l'enregistre, et le lendemain, ou accompagner, les agents peuvent effacer, réparer. Et on ne laisse pas le processus de dépréciation s'installer. Et donc c'est une instance qui est extrêmement utile. En tout cas, tous les bailleurs qui participent saluent cette action. Les locataires sentent qu'on s'efforce de répondre à ce sentiment d'abandon qu'ils ressentent en matière de sécurité. Et cette brigade, elle s'inscrit aussi dans le continuum de sécurité, puisque le parquet lui a donné le pouvoir lors des flagrances. Donc c'est important. Et puis elle dialogue avec la police municipale et la police nationale, et elle construit le continuum de sécurité parce qu'évidemment, elle devient les yeux de l'autorité publique, et quand elle repère des choses qui sont plus difficiles, qui ne sont pas de son ressort, immédiatement, tous les lundis, s'ouvre le dialogue pour pouvoir intervenir. Et donc c'est une présence de sécurité qui est renforcée finalement pour les habitants qui en ont le plus besoin. Elle n'est pas armée, nous n'en avons pas le droit. La police municipale à Montpellier, elle est armée, c'est un point de doctrine, parce qu'il faut que nos policiers puissent toujours intervenir en sécurité, donc pouvoir se défendre. Ils n'ont jamais eu besoin, mais au moins ils sont rassurés. Par contre, cette brigade, elle est fortement protégée, parce que, évidemment, quand on vient troubler ceux qui exercent la loi du plus fort, eh bien là, eux, ils peuvent être menacés. Donc elle est équipée, c'est visible, c'est perceptible, et elle est dirigée d'ailleurs par un ancien policier national qui, chaque fois qu'il y a eu un manquement, n'a pas hésité à révoquer un des membres, parce que l'exercice de l'autorité publique doit toujours être exemplaire, c'est fondamental. Mais aujourd'hui, c'est un des dispositifs qui, très clairement, nous permet d'avoir des gains, je le dis, sur la tranquillité publique et la confiance des habitants, qui me semble être une des clés si on veut endiguer la dépréciation.
Luc Brunner, sur les mécanismes sous-jacents à la violence, là aussi votre constat, il est sévère sur la disparition, l'effacement de certaines figures de l'éducation populaire, de la médiation, de ces gens dont on n'a pas parlé pour l'instant, mais qui, quelque part, sont aussi au service de la sûreté et de la tranquillité des habitants. Effectivement, je pense qu'il y a 2 batailles culturelles qui ont été menées ces dernières années, qui ont été perdues au nom des quartiers populaires. La première, c'est tout ce discours dévalorisant sur la médiation de façon générale. Voilà, c'est devenu politiquement plus rentable d'afficher un volontarisme policier ou judiciaire que d'afficher un volontarisme de la médiation, ce que vous décriviez à l'instant ou ce que vous disiez également tout à l'heure. Je parle de bataille culturelle parce que l'efficacité, je l'évoquais tout à l'heure, des politiques sécuritaires, des politiques pénales, elle n'est vraiment pas démontrée. En revanche, le discours politique, le discours médiatique, le discours intellectuel aussi parfois sur la médiation de façon générale, c'est vraiment un discours de déqualification, de dévalorisation. C'est souvent caricaturé sur l'idée des grands frères, alors qui a aussi généré énormément de difficultés, mais quelque part ça a emporté le bébé avec l'eau du bain et dans le débat public, me semble-t-il, tout ce qui peut permettre de remettre ces problématiques-là, de remettre cette expertise-là, parce que c'est une expertise de savoir faire de la médiation, ce sont des vrais métiers, ce sont souvent des niveaux d'engagement extrêmement forts. Dans le cadre pour ce livre, j'ai refait des reportages en allant rencontrer des animateurs sociaux, des éducateurs de tout profil, et c'est fascinant de voir ce travail de haute couture quelque part, de haute couture humaine qui fait que on va tenter de trouver des solutions individuelles, de remettre dans des parcours éducatifs, de remettre dans des parcours professionnels des individus. Et c'est un travail d'une extrême difficulté, d'une très grande importance. Mais voilà, je trouve que dans le moment politique dans lequel on est, cette bataille culturelle, elle n'est pas menée politiquement par la droite, par l'extrême droite, mais par la gauche non plus. Le deuxième volet, je parle là aussi de bataille culturelle volontairement, c'est que je trouve que le discours général qui est porté et qui nourrit aussi cette déqualification sur le thème « il y aurait trop d'argent pour les quartiers populaires ». Il y aurait trop d'argent pour la rénovation urbaine, il y aurait beaucoup de dépenses inutiles. Je trouve là aussi que cette bataille n'est pas menée politiquement suffisamment et ça permet de laisser prospérer l'idée d'une compétition entre les territoires, entre un monde rural qui ne va pas bien. Quand on regarde la désertification médicale, par exemple, il y a effectivement un énorme problème aujourd'hui dans la société française, mais ce discours-là, il emporte une partie du débat public, me semble-t-il, et il affaiblit les politiques publiques. Pour le coup, j'écoute ce que raconte par exemple la secrétaire d'État à politique de la ville, voilà, qui est un discours, alors je vais essayer d'être diplomate, qui est un peu démissionnaire quelque part, qui est un peu l'intégration de cette défaite politique et de ce discours ambiant sur le thème « il y aurait trop d'argent, la politique du chéquier ne marcherait pas ». Bon, les chèques, ils sont où ? Vous sauriez me répondre que moi, évidemment. Mais c'est pas juste des questions de financement de dispositifs individuels, de politique publique, de ces batailles que les élus et les acteurs de la politique de la ville doivent mener jour après jour pour ramener des financements, par exemple sur le logement social, qui est là aussi un sujet qui est insuffisamment débattu dans la société, mais c'est vraiment beaucoup plus large. Et voilà, je pense que si on doit se retrouver dans une forme de compétition des territoires, de compétition victimaire quelque part à certains moments aussi, autant essayer de reposer de façon complètement différente la réalité de l'argent qui va dans les quartiers et de ce déséquilibre persistant sur l'offre de services publics dans les quartiers qui permet de raconter une histoire un peu différente. Donc je réponds à votre question en essayant de l'élargir parce que je pense qu'on est sur une question... pour moi, c'est le cœur de la politique, le cœur des questions politiques, de tenter de répondre à ces batailles culturelles qui sont aujourd'hui menées par des acteurs qui sont extrêmement puissants, qui ont une efficacité médiatique et politique très grande et qui, à la fin, ramènent au fait divers. Voilà, la politique de la ville, elle sera évaluée sur le fait divers. Elle ne sera
rarement évalué sur d'autres critères. Et j'ajoute un dernier point parce qu'il est pour moi très éclairant. Ça vous emmène peut-être un peu loin de vos préoccupations, mais je suis assez inquiet de voir l'état de la psychiatrie publique, par exemple, et de voir comment on va investir volontairement, et vous le décriviez, sur des dispositifs qui sont parfois très efficaces, intéressants, et dans le même temps, on laisse tomber des services publics, et en sachant que quand ces services publics tombent, en fait, ils en entraînent d'autres. Et que la non-prise en charge de la psychiatrie publique, ça fait que dans certaines écoles, dans certains collèges, dans certains lycées, on va être confronté à un niveau de difficulté extrême. Ça pose des questions sécuritaires aussi à certains moments. Et je suis, voilà, là aussi, je nous mets médias dans la barque. Hein. On est acteur de cette sous-couverture de ces thématiques. C'est pour moi, par exemple, un sujet absolument majeur dans la situation actuelle, dans les quartiers et au-delà. Je parle d'un sujet qui est beaucoup plus large. Mathias Niepce, sur la prévention de l'entrée en délinquance liée au narcotrafic. Le dernier rapport parlementaire sur le narcotrafic, c'était l'une des recommandations d'agir pour les très jeunes, pour les empêcher d'accéder, de rentrer dans les trafics. Vous avez les moyens d'agir, vous avez les personnes, les médiateurs, les travailleurs sociaux qui vous permettent de faire ce travail-là ? Avant de répondre à cette question, peut-être juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, moi je trouve ça un peu dur de dire que les politiques de répression, les politiques de sécurité seraient en échec parce qu'il y a encore des problèmes de sécurité dans les quartiers. Pour moi, ce serait la même chose que de dire que la politique de la ville ne marche pas parce qu'il y a encore des précaires dans les quartiers prioritaires. Je pense que par rapport à ça, on doit faire preuve de beaucoup d'humilité. C'est effectivement difficile à évaluer l'impact de ces politiques publiques-là. Après, chacun doit se poser la question en son fort intérieur, qu'est-ce que serait l'état de nos quartiers s'il n'y avait pas ces moyens policiers, y compris en répressif, qui étaient consacrés ? Je pense que ça invite à voir les choses un petit peu différemment. Ceci étant, effectivement, le continuum de sécurité, c'est aussi les stratégies de prévention de la délinquance. Nous, quand on a renouvelé le contrat de ville de Nîmes, la première priorité qui sort dans toutes les concertations des habitants, c'est la sécurité. Et donc, naturellement, qu'on va venir utiliser les instruments de la politique de la ville pour contribuer à ça. La ministre déléguée le disait hier, hein, il y a deux jambes, il y a la jambe du bâti, il y a la jambe de l'humain, et donc nous on marche aussi sur la jambe de l'humain. J'élargis d'ailleurs le débat, c'est pas seulement une question de politique de la ville d'ailleurs, c'est une question de politique sociale, à la main de l'État, mais aussi à la main des collectivités, le conseil départemental, la commune, le PCI. Nous, on va venir travailler de différentes manières. En prévention primaire, moi, en pleine ligne avec ce qu'a dit le maire de Montpellier à l'instant, l'appropriation positive de l'espace public, c'est essentiel. Et donc nous, en politique de la ville, on va venir financer des actions qui participent à cette réappropriation de l'espace public. J'ai regardé avec beaucoup d'intérêt aussi l'initiative d'un maire en Isère qui a parlé d'appropriation citoyenne, y compris sur les endroits les plus en difficulté. Nous, on encourage les associations et elles rivalisent d'inventivité pour nous proposer des projets de ce type. On a fait venir d'énormes installations circassiennes en plein cœur de quartier, des banquets républicains. On a permis au rugby club nîmois d'acheter un terrain gonflable qu'on vient positionner parfois sur des lieux compliqués en termes de sécurité, aussi sur des friches du délaissé du renouvellement urbain, dans une optique d'urbanisme transitoire. Et là, hier, on parlait avec le président de ce club, on va faire un grand tournoi en cœur de Pisevin avec police nationale, police municipale, gendarmerie, forces armées et jeunes de quartier. Aussi dans cette optique de recréer peut-être ce lien qui s'est un peu érodé, ça je suis d'accord, au cours des dernières années entre les forces de l'ordre et les populations de nos quartiers. La prévention primaire, c'est aussi l'humain, les travailleurs sociaux et la médiation. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Luc Brunner, c'est un pilier central. La préfecture du Gard arme des services de prévention via les conventions adultes relais chez certains de nos partenaires. Je pense notamment à une cellule prévention des violences urbaines chez les pompiers, au SDIS. On a aussi armé un service de 5 personnes dans les transports urbains nîmois pour toutes les lignes qui desservent les quartiers prioritaires, notamment les quartiers prioritaires de l'ouest de Nîmes, avec un vrai besoin et un vrai accent sur les bus qui desservent les établissements scolaires. Et sur les établissements scolaires, parce qu'on sait qu'il se joue beaucoup sur ces espaces-là, notamment à l'heure de rentrée et de sortie des classes, on a armé, en lien avec le conseil départemental, un projet coporté par plusieurs structures de médiation directement au contact des collégiens lorsqu'ils sortent de cours, pour avoir une présence rassurante, et puis aussi pour pouvoir rentrer en contact avec ces jeunes quand on sent qu'un mauvais chemin commence à être pris. Sur le rôle de ces travailleurs sociaux, moi j'ai souhaité, à mon arrivée, créer une coordination à la main des services de l'État avec l'ensemble de ces acteurs humains qui sont, à un titre ou à un autre, sur le terrain, sur ces missions de prévention de la délinquance. Les médiateurs adultes relais, très important.
Les éducateurs en prévention spécialisée, moi je suis un fervent défenseur de la prévention spécialisée exercée par le département au titre de sa compétence en protection de l'enfance, et aussi de l'ensemble de ces bénévoles associatifs qui, à un titre ou à un autre, s'assignent cette mission d'être une présence rassurante dans l'espace public. Cette coordination a la vocation à être opérationnelle, se partager les emplois du temps, à quelle heure qui intervient où, mais aussi à penser à un partage de pratiques et une complémentarité dans les interventions de chacun de ces types d'acteurs. C'est pas la même chose d'être un éducateur en prévention spécialisée que d'être un médiateur, que d'être un bénévole associatif. Chacun a une part de la réponse à apporter à un jeune qui peut se trouver dans une situation délicate. En prévention secondaire, on travaille sur des séjours de rupture, sur des chantiers éducatifs, c'est des choses assez classiques en politique de la ville, donc je m'y attarde pas. Un point, pour moi, qui est un point très important, et vous en parliez à l'instant, c'est la question de la limitation de l'implication des mineurs dans les trafics de produits stupéfiants. Pour moi, c'était un peu mon étonnement quand je suis arrivé, j'ai vu ces jeunes sur ces points de deal, et le premier sentiment que j'ai eu, c'est un peu le public impossible à appréhender, c'est un peu le public vers lequel il serait impossible d'aller vers, quand on est un acteur, notamment un représentant de l'État. Et en fait, on a essayé un peu de déconstruire ce travail-là, et je crois qu'il y a une dynamique aujourd'hui, y compris au niveau national, pour regarder de face cette problématique-là, avec notamment un très bel appel-à-projet qui est porté par la MILDECA, limiter l'implication des mineurs dans le trafic de produits stupéfiants. Il y a une représentante qui est présente à nos côtés aujourd'hui, qui vise à encourager les collectivités, communes ou intercommunalités, à porter des projets pour répondre à ces enjeux-là de manière un peu innovante, comme on ne l'avait jamais fait avant. Nous, on a mis tous nos outils de politique sociale pour contribuer et commencer à apporter une réponse collective sur ces enjeux-là. On a mobilisé par exemple la Cité éducative de Nîmes, où on a créé une cellule de veille qui fonctionne, alors pour ceux qui connaissent la politique de la ville, ça vous évoquera quelque chose, la méthodologie du programme de réussite éducative, mais adaptée pour des jeunes adolescents, fin primaire, début collège, dont on sent qu'ils commencent à prendre une pente qui pourrait les amener soit à finir sur un réseau de ce trafic de stupéfiants, soit être impliqués dans un réseau de prostitution, soit être dans de l'enfermement communautaire. Donc là, pareil, repérage par l'éducation nationale le plus souvent, et travail en partenariat aussi avec les services de la protection judiciaire de la jeunesse, qui est une originalité. Deuxième exemple, on travaille, et là c'est dans le cadre du pacte des solidarités, avec le conseil départemental à la création d'un parcours de désistance pour des jeunes qui commenceraient à être impliqués dans les réseaux sans être pour l'instant judiciarisés, parce que la question se complique un petit peu à partir du moment où il y a une judiciarisation. Enfin, toujours dans le cadre de la cité éducative et du contrat de ville de Nîmes, on va venir financer là, dans les prochains jours, et surtout la rentrée scolaire, des interventions en milieu scolaire visant d'une part à déconstruire les mythes autour des trafics du produit stupéfiant. Non, c'est pas un métier sans risque, non, c'est pas cool, non, c'est pas une manière de s'intégrer dans son groupe de potes. C'est quelque chose d'éminemment dangereux et dans lequel on se retrouve en réalité esclavagisé assez rapidement. Et aussi, pour répondre à une thématique qu'on a à un moment donné commencé à sentir venir, la question de l'implication forcée sur les réseaux, parce qu'on a eu à un moment donné un réseau tellement déstabilisé qu'il a été allé chercher la main-d'œuvre de force. Et donc là, on a souhaité, en lien avec notamment la police nationale, pouvoir aller au contact de ces jeunes et leur expliquer comment ça se passe, comment ils peuvent être approchés et quels sont les bons comportements à adopter. Dans un monde idéal, on n'aurait pas à faire ça, mais on assume et on apporte les réponses qu'il faut. Michaël Delafosse, sur cette question de la prévention de la délinquance, est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter, peut-être en lien avec la justice, mais de manière très courte, parce que j'aimerais qu'on puisse prendre 2 ou 3 questions de la salle après pour conclure. Non, mais c'est une dimension qui est indispensable, la dimension de prévention, et plus globalement, d'accompagnement de la jeunesse qui, dans ces quartiers, est aussi identifiée comme une proie. Vous avez employé... je sous-préfet là, voilà, parce qu'ils vont nourrir des réseaux. Moi, je vous le dis, c'est quand même moi, j'ai découvert des mots quand je suis devenu maire, mule, chouf, qui sont ces visages, 13, 14 ans. Et ça se passe dans le pays de Victor Hugo, qui a écrit Les Misérables. Et aujourd'hui, l'institution scolaire, parfois, les élèves ne viennent plus, elle n'est plus respectée, et elle est seule. Et d'ailleurs, les professeurs se disent, c'est bien parce que ça fait un peu moins d'élèves. Et puis en fait, ces élèves fragiles, difficiles, parce que déjà très violents, s'ils reviennent dans la classe, ils la déstabilisent. Ça, c'est la réalité. Ils appellent ça les élèves fantômes, les collègues. J'en suis d'ailleurs. Ce que j'enseigne, et je le vois sur un autre quartier. Et donc là, il y a des choses qui se font, indéniablement. Il y a des moyens, mais il faudra qu'on mette le bagage. Je rejoins ce que vous dites là. La concurrence des territoires. Là, on a clairement un besoin et on a un défi. La nation... Normalement, l'obligation scolaire, c'est jusqu'à 16 ans. Il y a au moins 40 000 jeunes qui n'y répondent pas. Et cette grande partie de cette jeunesse se retrouve dans les réseaux du narcotrafic et nous découvrons tous en ce moment l'émergence d'une prostitution juvénile extrêmement inquiétante qui est liée à Airbnb, etc. Et là, il y a un enjeu de mobilisation.
Alors moi, je vais prendre quelques exemples de choses qu'on fait. D'abord, travailler sur le lien police-population, confiance. Dans le commissariat mixte police nationale, police municipale qu'on a ouvert, il y a une équipe du CLJ qui accompagne les jeunes pour partir faire un séjour d'été voilà, sur la plage, des choses très bien. Quand le collège exclut un élève, parce qu'il y a un conseil de discipline, auparavant, il y avait 0 solution. Nous avons mis à disposition nos maisons pour tous pour que l'exclusion soit une sanction éducative pour essayer de tenir le filet. En ce moment, c'est le festival à la saucisse, puisque évidemment, il y a une tragédie. Et donc, on explique que les maires, je vous explique, là, il y a mes amis, là, premier rang, mais nous, on les reçoit, on fait du rappel à l'ordre dans nos mairies. Et qu'est-ce qu'on dit? Là, on fait du rappel à l'ordre, tu as brûlé une poubelle, on invite les parents et on voit que les parents ne sont pas présents ou fragiles. Donc là, Conseil du droit et devoir des familles. Donc, inutile, Madame Pécresse, excusez-moi, je passe un de ses représentants, d'aller expliquer ce qu'on fait. Par contre, là, oui, on a besoin d'être soutenu parce que, en fait, la prévention, c'est le magistère le plus ingrat. C'est celui du temps long. C'est le plus difficile. C'est vrai que c'est le moins porteur médiatiquement, mais c'est le plus stratégique. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Une partie de la jeunesse de France est une proie pour nourrir des gens très puissants, très organisés, que sont les narcotrafiquants. Et alors on est confronté, il faut le dire, à une difficulté majeure. Vous avez cité le département, mais aujourd'hui ils sont tellement à genoux qu'ils se retirent des dispositifs. Et il ne faut pas qu'on sous-estime l'impact des difficultés financières des départements sur ces politiques publiques qui sont absolument stratégiques. Ils prennent en charge la protection de l'enfance, les MNA, submergés. Et c'est là qu'une partie des choses se joue. Et donc là, voilà, je veux bien qu'on dise le millefeuille institutionnel, mais là, il y a des enjeux. La santé mentale que vous évoquez, c'est pareil, est un angle mort parce qu'elle est non coordonnée. Entre le psychologue scolaire, l'hôpital psychiatrique où il y a des très grands professionnels, on ne sait pas bien se parler les uns les autres. On a beaucoup de mal à construire du commun sur ce sujet et sur la prise en charge et sur l'accompagnement. Qu'est-ce qu'on fait, nous, les maires? Vous le savez, on fait des achats, des internements d'office de gens qui sont schizophrènes, qui créent de la peur chez les gens. Ils rentrent, ils ressortent le lendemain, la prise en charge n'y arrive pas. J'ai pris, pardonnez-moi, un peu plus de temps, mais en fait, parce qu'il faut qu'on arrive à mettre à l'agenda du débat démocratique ces questions-là, parce qu'effectivement, là vous avez raison, aujourd'hui il y a des forces qui disent plus vous en mettez, ou ce que vous mettez, de toute façon ne fonctionne pas. Et là, il y a besoin, la psy, l'obligation scolaire jusqu'à 16 ans, la réussite scolaire pour créer des modèles positifs sont autant d'éléments qui aideront ensuite tous ceux qui font les politiques de prévention à construire des choses. On a bien vu, grâce à vous, combien c'était un enjeu global et combien la question de la sûreté n'est pas seulement liée à l'uniforme. Parmi les questions de la salle, cependant, faut-il faire réapparaître la police de proximité? On l'a entendu en filigrane dans vos propos. Quelqu'un veut répondre? Moi, c'est mort. Non, mais c'est mort. Sarkozy l'a supprimé. Et en fait, aujourd'hui, la police de proximité, c'est devenu la police municipale. Il ne faut pas qu'on se... Moi, j'aimerais bien, mais on pourra le dire. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est le continuum de sécurité. C'est le dialogue. C'est qu'on voit la police sur le terrain, que les agents de la police nationale, c'est pour ça, soient affectés au territoire, donc le connaissent, puissent dialoguer, et c'est le continuum de sécurité. En tout cas, si on veut être efficace vite, c'est à mon sens comme ça qu'on doit le faire. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est avoir une police nationale qui ne connaît pas le quartier où elle intervient et qui, là, vient régler les problèmes, mais sans le discernement qu'il faut, d'où l'importance d'une coordination. Parfois, il y a une compagnie de CRS qui vient en appui sur une grosse opération de lutte contre le stup. Mais aujourd'hui, ce qui est fondamental, c'est le continuum de sécurité. Je ne dis pas c'est mort la police de proximité au sens où il ne faut pas que les moyens de l'État se désengagent et que nous, on continue à monter en puissance. Mais aujourd'hui, le principe d'efficacité, c'est que tout ce qui porte un uniforme, notre brigade de tranquillité sociale, la police municipale, la police nationale,
travaillent de manière coordonnée. Le pire, c'est par contre une force de police qui arrive et qui ne sait pas sur quel théâtre d'opération elle est. Et là, on se retrouve à avoir bavure, inefficacité de l'action et défiance de la population et inefficacité de l'action. Le seul moment où elle doit venir, c'est quand elle doit aller faire tomber le gros bonnet de la drogue. Hein, parce que vous vouliez ajouter quelque chose, Mathias Niepce? On m'entend? Oui, on vous entend. Rapidement, s'il vous plaît, oui. C'est pas parce que la police de proximité est supprimée que la police nationale n'exerce pas des missions de proximité. Moi, je veux insister là-dessus. À Nîmes, par exemple, moi, je considère que les policiers de la BAC font de la police de proximité. Pour avoir tourné avec eux un nombre incalculable de fois, je vois opiner du chef, ce sont des personnes qui sont identifiées, respectées, qui connaissent l'ensemble des jeunes du quartier et avec lesquels ils sont même en capacité de dialoguer. On a aussi une BST qui est armée au Champ d'Avignon, donc au quartier à l'est de Nîmes, et là, c'est vraiment des missions de police de proximité. La proximité, c'est la proximité vis-à-vis des habitants et c'est aussi la proximité vis-à-vis de l'ensemble des acteurs qui sont dans les quartiers. Moi, mes policiers, ils connaissent très bien les commerçants, les chefs d'établissement scolaires, les opérateurs du renouvellement urbain, ils sont structurés avec des référents partenariaux. Donc il y a ces missions de proximité qui sont l'essence même de la police nationale. C'est pas parce qu'elle est nationale qu'elle est déconnectée du terrain sur lequel elle intervient, au contraire. Je vais laisser le mot de la fin à Luc Brunner sur ce sujet compliqué, parce que finalement, bon, il s'agit de la relation entre la police et la population, mais qu'est-ce que vous auriez aimé dire pour conclure cette question-là? De façon très rapide, je vois à l'œuvre une forme d'effet domino, en fait, dans les services publics. Vous parliez de l'ASE tout à l'heure, les mineurs non accompagnés, l'école, la police, c'est des services publics qui sont solides, ils se tiennent mutuellement. Ce que je vois là aujourd'hui, et l'ASE étant une alerte majeure, je pense, on parlait de la psychiatrie, c'est comment, quand des services publics ne vont pas bien, en fait, ils s'entraînent mutuellement dans la chute. C'est ce qui me semble être, moi, aujourd'hui, le point d'alerte majeur. Et il se trouve qu'une partie de ces dispositifs concerne la jeunesse, et la jeunesse en danger, en difficulté, selon comment on veut la présenter. Et donc, si j'avais à formuler un questionnement ou une forme d'interpellation, ça serait là-dessus, c'est-à-dire de comment on évite l'effet domino des services publics en difficulté, en ce qui concerne en particulier la jeunesse. On ne parle pas assez, je pense, de l'ASE. Je crois que les effets assez catastrophiques d'une institution qui ne va pas bien, on les mesure là maintenant, mais on les verra probablement beaucoup plus et de façon plus grave dans les années qui viennent. Même chose sur la psychiatrie, j'en ai parlé tout à l'heure. Voilà, comment travailler ce risque d'effet domino des services publics, j'ai évidemment malheureusement pas la réponse, mais je trouve que c'est une question collective majeure aujourd'hui.